Si quelqu'un avait demandé à mes parents leur opinion sur la Deuxième Guerre mondiale, ils auraient répondu sans hésiter que c'était la période la plus sombre qu'ils aient jamais connue. Non pas à cause de la France coupée en deux, des camps de Drancy ou d'Auschwitz, de l'extermination de 6 millions de Juifs, ni de tous ces crimes contre l'humanité qui n'ont pas fini d'être payés, mais parce que pendant 7 interminables années, ils avaient été privés de ce qui comptait le plus pour eux, leur voyage en France. Comme mon père était un ancien fonctionnaire et ma mère en exercice, ils bénéficiaient régulièrement d'un congé en métropole avec leurs enfants. Pour eux, la France n'était nullement le siège du pouvoir colonial. C'était véritablement la mère patrie et Paris, la ville lumière, qui seule donnait de l'éclat à leur existence. Ma mère nous chargeait la tête de description des merveilles du carreau du Temple et du marché Saint-Pierre, avec en prime la chapelle et Versailles. Mon père préférait le musée du Louvre et le Dancing la Cigale, où il allait en garçon se dégourdir les jambes. Aussi, dès le mi-temps de l'année 1946, ils reprirent avec délice le paquebot qui devait les mener au port du Havre, première escale sur le chemin du retour au pays d'adoption. J'étais la petite dernière. Un des récits mythiques de la famille concernait ma naissance. Mon père portait droit ses 73 ans, ma mère venait de fêter ses 43 ans. Quand elle ne vit plus son sang, elle crut au premier signe de la ménopause et elle courut trouver son gynécologue, le docteur Mélas, qui l'avait accouchée 7 fois. Après l'avoir examiné, il partit d'un grand éclat de rire. Ça m'a fait tellement honte, racontait ma mère à ses amis, que pendant les premiers mois de ma grossesse, c'était comme si j'étais une fille mère. J'essayais de cacher mon ventre devant moi. Elle avait beau ajouter en me couvrant de baisers que sa crasse à boyau était devenue son petit bâton de vieillesse. En entendant cette histoire, j'éprouvais à chaque fois le même chagrin. Je n'avais pas été désiré. Aujourd'hui, je me représente le spectacle peu courant que nous offrions, assis aux terrasses du quartier latin dans le Paris morose de l'après-guerre. Mon père, ancien séducteur au maintien avantageux, ma mère, couverte de somptueux bijoux créoles, leurs 8 enfants, mes sœurs, yeux baissés, parés comme des chasses, mes frères adolescents, l'un d'eux déjà à sa première année de médecine, et moi, bambine outrageusement gâtée, l'esprit précoce pour son âge. Leurs plateaux en équilibre sur la hanche, les garçons de café voletaient autour de nous remplis d'admiration, comme autant de mouches à miel. Ils lâchaient invariablement en servant les diabolomantes. « Qu'est-ce que vous parlez bien le français ?» Mes parents recevaient le compliment sans broncher ni sourire et se bornaient à hocher du chef. Une fois que les garçons avaient tourné le dos, ils nous prenaient à témoin. Pourtant, nous sommes aussi français qu'eux, soupirait mon père. Plus français, renchérissait ma mère avec violence,
Elle ajoutait en guise d'explication, « Nous sommes plus instruits, nous avons de meilleures manières, nous lisons davantage. » Certains d'entre eux n'ont jamais quitté Paris, alors que nous connaissons le Mont-Saint-Michel, la Côte d'Azur et la Côte basque. Il y avait dans cet échange un pathétique qui, toute petite que j'étais, me navrait. C'était d'une grave injustice qu'il se plaignait. Sans raison, les rôles s'inversaient. Les ramasseurs de pourboires en gilet noir et tablier blanc se hissaient au-dessus de leurs généreux clients. Ils possédaient tout naturellement cette identité française qui, malgré leur bonne mine, était niée, refusée à mes parents. Et moi, je ne comprenais pas en vertu de quoi ces gens orgueilleux, contents d'eux-mêmes, notables dans leur pays, rivalisaient avec les garçons qui les servaient. Un jour, je décidai d'en avoir le cœur net. Comme chaque fois que j'étais dans l'embarras, je me tournai vers mon frère Alexandre, qui s'était lui-même rebaptisé Sandrino, pour faire plus américain. Premier de sa classe, les poches bourrées de billets doux de ses gamines, Sandrino me faisait l'effet du soleil dans le ciel. Bon frère, il me traitait avec une affection protectrice. Mais je ne me consolais pas d'être seulement sa petite sœur. Oublier aussitôt qu'une taille de guêpe passait alentour ou qu'un match de football débutait. Est-ce qu'il y comprenait quelque chose au comportement de nos parents? Pourquoi enviait-il si fort des gens qui, de leur propre aveu, ne leur arrivaient pas à la cheville?